Ok, donc bonjour à toutes et à tous. Donc la conférence est enregistrée. Tout le monde a sa caméra coupée, c'est parfait. Donc bienvenue aux conférences Gaïa. Les conférences Gaïa, je ne sais pas si vous avez déjà fait d'autres conférences Gaïa, mais en gros, l'intérêt de ces conférences-là, c'est pour Laetitia Blanc et moi d'accueillir des scientifiques femmes ou des duos hommes-femmes pour nous parler de sujets liés à l'environnement ou de leurs recherches et de sciences en général. Donc aujourd'hui, on est super contente d'accueillir Alicia Pillot. Et je voudrais excuser Laetitia Blanc qui n'a pas pu se joindre à nous ce soir, mais qui suivra cette conférence et qui est très heureuse aussi qu'on accueille Alicia. Avant de donner la parole, déjà que j'ai un peu mangé de temps dans la mise en place de cette conférence, je voudrais juste rappeler quelques règles pour ceux qui n'ont jamais participé. Donc, Alicia va nous faire sa présentation et après, vous pourrez lui poser les questions. Mais attention, par écrit. Donc, n'hésitez pas à me poser les questions même pendant la conférence. Ce n'est pas un problème. Dans le chat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la petite bulle tout en bas. Il y a marqué soit discussion, soit chat, selon votre version. Et, et donc, vous écrivez vos questions, soit à tout le monde, soit si vous osez moins, vous me l'écrivez en privé. Moi, je ne dis pas après qui pose la question, il n'y a pas de problème. Et à la fin, donc, je pourrais poser toutes vos questions à Alicia. S'il y en a trop, on verra. Voilà, et j'ai oublié peut-être de me présenter. Donc, moi, c'est Charlotte Francesia, je suis chercheuse en écologie, office à l'Office français de la biodiversité, et je travaille principalement sur l'impact des activités humaines sur les oiseaux migrateurs. Et ma collègue Laetitia Blanc est enseignante en SVT. Voilà, et ben écoute, je te donne la parole, Alicia. Merci beaucoup d'être avec nous. Et de quoi vas-tu Merci. nous parler? Merci à toi, Charlotte. Alors, je vais peut-être essayer déjà le partage d'écran. Vous Oui. me direz si ça fonctionne bien. Alors, hop. Tac. Super, on voit juste en... Bah, parfait, c'est en Voilà, grand. c'est bon. Très bien. Merci beaucoup. Merci les conférences Gaïa. Merci Charlotte et Laetitia pour l'invitation. J'exprime mon syndrome de l'imposteur parce que je ne suis pas chercheuse. Je sais qu'habituellement, vous invitez des chercheuses, bien que passionnées par les domaines scientifiques, et c'est bien de ça dont on va parler ce soir. Alors voilà, je suis médecin généraliste et je veux dire quand même que je n'ai pas de conflit d'intérêt, mais j'ai des liens d'intérêt avec l'association Alliance Santé Planétaire que j'ai participé à créer, et également avec le Collège de médecine générale avec lequel je participe justement au groupe de travail Santé Planétaire et pour lequel je perçois une indemnité. Alors effectivement, ce soir, on va parler de santé, de comprendre comment les défis pour l'avenir de la planète, j'ai appelé comme ça, ont un impact sur notre santé, mais surtout comprendre la dimension planétaire de la santé et de voir comment cette vision de la santé planétaire peut nous aider à transformer les sociétés pour faire face à ces défis. Alors pour commencer, je voulais juste vous rappeler ce que c'est la santé. Qu'est-ce qui fait notre santé? Donc c'est un état de complet bien-être physique, mental et social, et pas seulement l'absence de maladie. C'est la définition de l'Organisation mondiale de la santé. Et pour ces déterminants, en fait, la grande majorité de ce qui détermine notre santé, ce sont des facteurs sociaux, environnementaux et comportementaux. Donc, c'est-à-dire nos habitudes de vie, notre environnement social, physique, notre environnement de travail, l'accès à l'éducation, etc. C'est bien la majorité de notre santé. Le soin, c'est seulement 20%. L'accès aux professionnels de santé et aux médicaments, c'est seulement 20% des déterminants de santé. Alors bien sûr, ces dernières années, l'espérance de vie a considérablement augmenté. On peut s'en réjouir. Malgré tout, on a un certain nombre de points d'attention, à savoir que l'espérance de vie en bonne santé, elle, stagne, et c'est notamment dû à l'explosion des maladies chroniques. On parle d'épidémies de maladies chroniques, par exemple les maladies cardiovasculaires, le diabète, les cancers, qui ont considérablement augmenté ces dernières années. Un autre point d'inquiétude concerne la santé des enfants. Les enfants sont en moins bonne santé aujourd'hui qu'il y a 50 ans. On voit des augmentations importantes des taux d'obésité, d'asthme et même de handicap. On parle de troubles du neurodéveloppement, ce sont les troubles du spectre autistique ou les troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité. Et même les cancers des enfants augmentent.
Un autre point d'inquiétude ou d'intérêt, en tout cas, c'est le poids des inégalités sociales, car les inégalités sociales en santé, elles n'ont pas diminué, elles ont même augmenté. Et ça se traduit par un écart d'espérance de vie qui est en moyenne de 7 ans entre les ouvriers et des cadres supérieurs. Et s'ajoute à ça, eh bien, ce qu'on peut appeler les défis de l'anthropocène, c'est-à-dire que les activités humaines ont tellement modifié les systèmes naturels de la Terre que ça représente aujourd'hui une menace pour la santé de tous les humains. Et en fait, ça risque de mettre en péril des progrès de santé publique qui sont en fait historiquement récents et fragiles. Et on peut déjà parler du fait qu'en plus, nous sommes dans une situation d'injustice environnementale parce que les humains qui sont les moins responsables des dégradations environnementales sont aussi les plus vulnérables et risquent d'être, enfin sont déjà d'ailleurs les plus touchés dans leur habitude de vie, dans leur santé, dans leur bien-être. Alors, ce qui nous permet de parler de ces inquiétudes sont les données de la science, le GIEC pour le climat, l'IPBES pour la biodiversité, l'OMS et le Lancet pour ce qui concerne les liens avec la santé. Le Lancet a un volet entièrement dédié à la santé planétaire depuis 2015. Donc la santé planétaire, c'est une approche scientifique multidisciplinaire, enfin transdisciplinaire, qui étudie l'impact des activités humaines sur les écosystèmes et la santé des vivants et qui analyse comment cela affecte en retour la santé des humains. Et l'objectif de la santé planétaire, c'est de développer des solutions pour nous aider à atteindre le plus haut niveau possible de santé pour tous les humains, de manière équitable et dans le respect permanent des écosystèmes, des systèmes naturels et des limites planétaires. Donc, je vais vous partager certains de ces éléments. Et je dois bien vous avouer qu'il y a des messages qui peuvent être assez angoissants dans ce qui va suivre, mais c'est extrêmement important d'en prendre connaissance et d'essayer de les comprendre pour pouvoir agir et même réagir, j'ai envie de dire, de manière adaptée. Alors, on se base sur le concept des limites planétaires. En santé planétaire, c'est un concept qui a été posé en 2009 par une équipe pluridisciplinaire internationale de chercheurs qui ont listé les changements globaux pour définir 9 limites planétaires à l'intérieur desquelles l'humanité pourrait continuer à prospérer. Donc, ce qui signifie que dépasser ces limites, c'est menacer la vie humaine. Donc, vous avez là la liste des 9 limites en question. Je ne vais pas toutes vous les lire, mais on va directement constater que sur ces 9 limites, eh bien 6 sont déjà considérées comme dépassées. Donc il y a, vous verrez, la déforestation et le changement d'usage des sols. Pour seul chiffre, je vous donnerai celui sur la déforestation, puisque 50% des forêts tropicales et tempérées ont été rasées. Il y a le dérèglement climatique, l'érosion de la biodiversité, on va y revenir, mais également la pollution, le cycle de l'eau douce et les perturbations des cycles biogéochimiques qu'on n'abordera pas ce soir, c'est un petit peu plus complexe. Donc ce diagramme, en tout cas, il est quand même relativement inquiétant. On a du mal à le mesurer dans notre vie de tous les jours et à comprendre ce que cela signifie. Donc, nous allons les reprendre et essayer d'analyser leur impact sur la santé. Alors, la pollution, d'abord, eh bien, il faut savoir que c'est la plus grande cause environnementale de maladies et de décès prématurés dans le monde, 9 millions en 2015, liés à la pollution de l'eau, de l'air et des sols. Donc, la pollution, elle revêt différentes formes. Il y a la pollution de l'air, la pollution chimique, qui inclut des molécules dites perturbatrices endocriniennes, les perturbateurs endocriniens, mais aussi les pesticides et les microplastiques. Alors, la pollution de l'air, c'est un sujet majeur. C'est 7 millions de décès dans le monde, environ 50 000 par an en France, et elle génère des maladies respiratoires, dont l'asthme, des maladies cardiovasculaires, des cancers, notamment des poumons, de la vessie, du sein, des troubles de la fertilité, des liens aussi sont établis avec la maladie d'Alzheimer, et on a là encore des inquiétudes sur la santé des enfants, notamment avec des risques de retard de croissance intra-utérin chez des fœtus lorsque les femmes enceintes sont exposées à la pollution de l'air.
Pour ce qui est de la pollution chimique, eh bien, cela concerne en fait des centaines de millions de tonnes par an de produits déversés dans notre environnement et des centaines de milliers de substances chimiques qui sont en circulation. Et en fait, on connaît les risques associés pour environ 500 d'entre elles seulement, 500 de ces produits, parce qu'en fait, nous les fabriquons à un rythme qui dépasse largement notre capacité à les tester. Pour ce qui est des perturbateurs endocriniens, par exemple, sur la photo en bas à droite, vous voyez énormément d'objets de notre quotidien qui en contiennent. Et on a des risques connus sur la santé en termes de cancers hormonodépendants, de malformations congénitales, de maladies métaboliques comme le diabète et l'obésité, de maladies neurologiques aussi et de troubles de la fertilité. Vous avez peut-être entendu ce chiffre qui a été communiqué récemment, mais l'état est déjà connu depuis plusieurs années, à savoir que le nombre de spermatozoïdes a diminué de moitié chez les hommes en 50 ans. C'est extrêmement préoccupant. Pour ce qui concerne les pesticides, alors c'est difficile d'avoir une vision, on va dire, simple et globale de la situation parce que ça concerne plusieurs milliers de molécules. Mais on sait qu'il y a des liens, notamment sur la santé des agriculteurs, puisqu'il y a des maladies qui sont reconnues comme maladies professionnelles pour les agriculteurs, notamment la maladie de Parkinson, le lymphome non-hodgkinien et les cancers de la prostate. Et on a des présomptions fortes de liens entre l'exposition pendant la grossesse et chez les enfants aux pesticides et certains cancers de l'enfance. Ce sont des données de l'INSERM. Pour ce qui concerne les plastiques, aujourd'hui, le plastique pèse 2 fois plus que tous les animaux sur Terre et c'est moins de 10% du plastique mondial qui est recyclé actuellement. Et alors, on ne connaît pas très bien leurs effets sur la santé, mais on peut être extrêmement inquiet de constater qu'il y a des microplastiques dans de nombreux milieux et notamment dans les organismes marins. Et récemment, on en a retrouvé dans des placentas humains et même dans le lait maternel. Nous allons maintenant parler du climat, du dérèglement climatique. Donc, vous le savez peut-être, aujourd'hui, nous en sommes déjà à un réchauffement d'environ plus 1,1, plus 1,2 degrés de réchauffement global par rapport à l'ère pré-industrielle. Et donc, vous avez là les projections d'ici à la fin du siècle. Donc, si les pays respectent leurs engagements de la COP 21 et qu'on avait une baisse immédiate à large échelle des émissions de CO2, on peut espérer maintenir le réchauffement climatique autour de 2 degrés ou en dessous. Mais sinon, les scénarios, voilà, vous les voyez sur le diagramme, pourraient être très différents, avec des conséquences évidemment très différentes en termes de santé publique, de dangereux jusqu'à même une menace existentielle pour l'humanité et le reste du vivant sur Terre si on dépassait les plus 5 degrés. Et on parle bien là d'une échéance à moins de 80 ans, donc une vie. Et tout cela dépend uniquement des décisions et de notre mobilisation d'aujourd'hui. Alors, quelles conséquences sur la santé du dérèglement climatique? C'est très difficile à résumer en quelques minutes, mais par des effets directs et indirects, on va avoir des événements climatiques extrêmes plus importants, des chaleurs extrêmes aussi. Alors, dans le scénario actuel où nous agissons trop peu, eh bien, le risque, c'est que d'ici à la fin du siècle, entre la moitié et les 3/4 de l'humanité soient exposés à des chaleurs meurtrières plusieurs semaines par an. Donc, en fait, c'est-à-dire que leur lieu de vie serait rendu inhabitable du fait de ces chaleurs meurtrières. La détérioration de la qualité de l'air, la pollution de l'air est déjà un sujet majeur, mais à plus 2 degrés de réchauffement climatique, ce serait 150 millions de morts en plus liées à la seule pollution de l'air. Pour ce qui concerne l'eau, la détérioration de la qualité de l'eau, la problématique vient du risque déjà de raréfaction d'accès à l'eau, mais surtout d'une eau qui serait plus concentrée en polluants et avec plus de risques de développement de bactéries qui favoriseraient des maladies infectieuses.
Une autre inquiétude aussi très importante, c'est les rendements agricoles, notre capacité à produire de l'alimentation. Rien que sur la canicule de 2003, les rendements des principales cultures en France avaient chuté de 20 à 30%. Et je vous invite à voir les cartes des travaux des greniers d'abondance sur la résilience alimentaire, où ils ont fait un travail sur les projections possibles, notamment par rapport à l'état des sols et de la sécheresse, en fonction des différents scénarios de réchauffement climatique. Et pour ce qui est des conséquences, des impacts sociaux et psychologiques, on a des risques de voir exploser la pauvreté, de voir des migrations forcées, pour les raisons qu'on a évoquées, et aussi donc de conflits et de violences, et avec des impacts psychologiques notamment majeurs. Pour toutes les autres maladies, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail et problématique, mais en tout cas, les maladies infectieuses constituent une inquiétude vraiment très grande, notamment du fait de l'eau, comme je vous l'ai dit, mais aussi des risques d'intoxication alimentaire et de maladies zoonotiques, ces maladies qui trouvent leur origine dans la faune sauvage, par différents mécanismes, notamment aussi par les vecteurs comme les moustiques, et les maladies émergentes qui sont favorisées par la dégradation des écosystèmes naturels, on y reviendra. Sur le plan de la biodiversité, les choses ne sont pas moins graves puisque les chercheurs nous alertent sur les signaux qui nous prédisent que nous sommes en train d'entrer probablement dans une extinction de masse de la biodiversité, puisqu'elle est en train de s'appauvrir à un rythme qui est plus rapide que jamais dans l'histoire de l'humanité, avec une perte des espèces qui est 1000 fois supérieure au taux de base. Nous entraînons près d'1 million d'espèces vers l'extinction. C'est phénoménal. Et au cours des 50 dernières années, eh bien, l'abondance des populations de mammifères, poissons, oiseaux, reptiles et amphibiens a déjà diminué de 69%. C'est le dernier rapport Planète Vivante. Pourquoi c'est un problème pour notre santé? Eh bien, parce que la biodiversité, en fait, nous en faisons partie, nous aussi les humains, nous en faisons partie et c'est ce qui soutient notre existence, en fait, hein. Sans elle, nous n'existerions pas. Alors pour comprendre, on peut se des services écosystémiques qui sont les services naturels fournis par les écosystèmes qui bénéficient donc au bien-être et à la santé humaine, et ce sont des services totalement gratuits. Donc il y a les services d'approvisionnement, notamment en eau, en alimentation, c'est-à-dire nos besoins vitaux, fondamentaux. Il faut savoir que 80% des cultures dépendent des pollinisateurs. Aussi l'approvisionnement en matériaux. Il y a également un rôle de régulation du climat, mais aussi de la qualité de l'air et de purification de l'eau. Et également un service culturel, esthétique, qui est source de bien-être, d'inspiration, et pour nos loisirs également. Une autre ressource importante que constitue la biodiversité pour notre santé, eh bien, c'est la ressource pour les médicaments. 80% de la population mondiale se soigne avec des remèdes traditionnels à base de plantes. Et les plantes, elles génèrent plus d'un quart des produits actifs dans nos médicaments. Et de plus, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les équilibres écosystémiques, en fait, c'est notre meilleure prévention contre les maladies infectieuses et les pandémies. Les zoonoses, donc ces infections qui viennent de la faune, représentent 75% des maladies infectieuses émergentes. Là où dans les années 70, il y avait une nouvelle maladie infectieuse qui était découverte tous les 10 à 15 ans, depuis les années 2000, c'est 5 par an. Et ça pourrait encore augmenter. Alors pour comprendre les mécanismes de ces maladies émergentes, je vous invite à lire et à voir La fabrique des pandémies de Marie-Monique Robin, qui explique vraiment très bien comment des agents infectieux sont transmis à l'homme du fait notamment de la déforestation et de l'élevage. Mais voilà, je n'ai pas le temps de détailler pour ce soir. Alors, s'il y a bien un message à retenir ce soir et sur lequel je veux absolument insister, c'est que l'urgence écologique, c'est une urgence sanitaire et même humanitaire. Je crie haut et fort que c'est une urgence vitale pour l'humanité et pour tous les êtres vivants sur Terre. Voilà, vraiment,
il faut qu'on le réalise et très rapidement, quoi, tout de suite. Parce qu'en fait, pour notre santé, c'est bien notre mobilisation collective et les décisions politiques qui feront le mieux et mieux que la meilleure médecine du monde pour notre santé. Il faut savoir que notre système de santé aura bien du mal et même ne sera pas en capacité, il faut être honnête, à faire face aux souffrances qui seraient secondaires à notre inaction. Alors, suite à ces messages quelque peu angoissants, je vous propose une petite pause en nature, en forêt, pour nous ressourcer, histoire de, voilà, de nous remettre un petit peu de ces informations anxiogènes et parce que la nature nous apaise, nous fait du bien, c'est bien de se le rappeler. Et voilà, je fais un petit coucou à Anthony Delcambre, qui est un collègue et ami, également cofondateur de l'Alliance Santé Planétaire, qui a des talents de photographe. Alors maintenant, nous allons quand même reprendre, la pause était courte, désolée, pour nous questionner sur la dimension de notre santé. Alors bien sûr, vous me voyez venir. Donc évidemment, nous savons déjà que nos choix impactent notre santé, notamment notre alimentation, mais pas seulement. Ce que nous réalisons moins, c'est comment nos choix impactent la santé des autres et comment les choix des autres impactent aussi notre propre santé. Et ça, que ce soit localement ou bien à l'autre bout du monde. Nous sommes en fait tous reliés. Par exemple, si je prends l'avion, ça va générer de la pollution de l'air, de la pollution sonore aussi. Mon impact carbone va augmenter, ce qui va avoir des conséquences pour des personnes ici et à l'autre bout du monde. Et on pourrait aussi parler des choix de consommation, par exemple des vêtements ou des smartphones qui sont fabriqués par des personnes dans d'autres pays, dans des conditions de travail parfois difficiles et qui subissent les premiers, en fait, les pollutions générées par ces fabrications de produits que nous consommons. Donc vraiment, notre santé est relié à tous dans nos choix aussi de tous les jours. Et nos choix, ils ont également une conséquence sur la santé des êtres vivants, des autres êtres vivants, pas seulement les humains. On peut citer les plastiques et la faune aquatique, ou encore la déforestation, qui est notamment liée à notre consommation de viande. J'y reviendrai. Et à une échelle différente, une échelle de temps différente, nos choix d'aujourd'hui ont des conséquences extrêmement importantes sur le bien-être et la santé des générations futures. Alors on se dit souvent qu'on ne peut pas changer le monde, mais en fait, eh bien, c'est ce que nous faisons. Chaque fois que nous mangeons, que nous nous déplaçons, que nous faisons des choix de consommation, de loisirs, de voyages, de travail, dans notre travail aussi, c'est ce que nous faisons, nous changeons le monde et la santé des êtres qui y vivent et qui y vivront. Et en fait, par ce biais, nous sommes absolument tous des acteurs de santé. Et comme aime à le dire Alexandre Robert, qui est l'une des personnes à l'origine de l'Alliance Santé Planétaire, nous n'avons qu'une seule santé, et cette santé est planétaire. Alors, face à l'urgence écologique, nous avons tendance à voir les actions nécessaires comme des privations ou des contraintes. Et en fait, eh bien, en santé planétaire, nous nous invitons à réaliser que ces changements, qui sont effectivement indispensables et urgents, seraient en fait bénéfiques pour notre santé, notre bien-être, notre qualité de vie. Plus nous tardons à les mettre en œuvre, et moins ça pourrait être vrai. Mais en tout cas, c'est ce concept de co-bénéfice santé-environnement que nous avons à cœur de partager, puisque donc vous l'avez compris, la santé des humains dépend de la santé de l'environnement et chaque action bénéfique à l'environnement sera également en retour bénéfique à l'humain. Et en réalité même, un grand nombre d'actions sont immédiatement bénéfiques aux deux, c'est-à-dire que toute action pour laquelle nous allons moins impacter nous allons plutôt préserver, régénérer les systèmes naturels, va nous bénéficier directement à court et à long terme, et donc également pour la santé des autres vivants. Donc on peut parler d'un double bénéfice pour la santé. Alors le meilleur exemple, c'est l'alimentation. L'alimentation, c'est le levier le plus puissant pour optimiser la santé et l'avenir de la planète. Et face à l'alimentation, nous sommes face à un triple défi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'un côté, il y a 1 milliard de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, et d'un autre côté, des régimes alimentaires dans les pays industrialisés qui sont trop riches en viande, en produits laitiers, en sucre, sel et aliments transformés, et qui favorisent l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires et certains cancers.
Le deuxième défi, c'est que la demande alimentaire croît plus rapidement que jamais dans notre histoire, dans l'histoire de l'humanité. Et enfin, les transformations planétaires menacent elles-mêmes la production des aliments, notamment du fait de l'accès à l'eau et de la dégradation et la pollution des sols, mais aussi du déclin des pollinisateurs. Donc, face à ce triple défi, toute la question est de savoir comment nous allons pouvoir nourrir les humains. Alors, pourquoi c'est l'action la plus efficace? Eh bien, parce que l'alimentation, c'est la première cause des changements environnementaux globaux. Presque un quart des émissions de gaz à effet de serre, 40% des terres disponibles qui ont été converties pour l'agriculture, pour les cultures ou l'élevage. C'est 50% de la consommation d'eau douce, la première cause de perte de biodiversité, et également une cause très importante de pollution de l'eau et des sols. Et également souligner une inquiétude par rapport à la résistance aux antibiotiques parce que les animaux d'élevage sont, j'allais dire nourris, mais non, quand même pas. Mais en tout cas, on leur donne énormément d'antibiotiques et cela favorise la résistance aux antibiotiques du fait des conséquences dans l'environnement. Donc, c'est une grande source d'inquiétude pour nous, pour plus tard pouvoir encore arriver à soigner des infections avec les antibiotiques. Et les animaux dans tout ça, je trouve cette infographie assez édifiante. Donc, on parle en termes de masse de mammifères vertébrés. Il y a 10 000 ans, pour 1%, c'était les humains, et 99%, la quasi-totalité, c'était des animaux sauvages, les mammifères vertébrés. Et aujourd'hui, eh bien, l'humanité a pris beaucoup de place, puisque nous comptons pour 32%. Et la faune sauvage, enfin les animaux sauvages ont énormément, quasiment disparu en fait, puisque ce n'est plus que 1%. Et tout le reste, donc la grande majorité des mammifères vertébrés aujourd'hui, pour 67%, ce sont des animaux d'élevage, des animaux que nous faisons naître, vivre dans des conditions parfois extrêmement difficiles et mourir pour les manger. Alors, le HeatLancet a étudié et développé, proposé, des chercheurs ont défini un régime de santé planétaire qui serait le régime sain et durable, qui permettrait donc de nourrir du mieux possible l'ensemble des humains sur la Terre. Et donc voilà, vous pouvez constater cette assiette qui est très majoritairement végétale. Pour la moitié, ce sont des fruits et légumes, et une grande majorité aussi donc de céréales complètes, de légumineuses, d'huiles insaturées, et également de graines et fruits à coque. Pour ce qui est des produits animaux, donc les protéines animales, les produits laitiers, vous voyez, ce sont juste les deux petits triangles rouge et bleu. Vraiment, on est très loin en proportion de la consommation moyenne que nous avons aujourd'hui dans nos pays occidentaux. Les recommandations seraient aussi de manger des aliments frais, locaux et de saison, bien sûr, d'éviter les plats tout faits et les produits transformés, dont la consommation est aussi associée à certains risques de cancer, et de privilégier une alimentation biologique si possible. Et j'ai rajouté éviter le plastique au contact des aliments et privilégier des poêles et des casseroles, éviter les poêles et les casseroles anti-adhésives parce que ce sont des perturbateurs endocriniens, et donc plutôt privilégier l'inox, la fonte et des contenants en verre qui sont des matériaux inertes qui ne migrent pas dans les aliments. Et bien sûr, boire l'eau du robinet parce qu'il faut absolument réduire notre consommation de plastique et arrêter de boire du plastique. Alors aujourd'hui, ce régime de santé planétaire ne correspond pas aux recommandations du plan nutrition national en santé en France, mais le Conseil national de l'alimentation recommande la révision des repères nutritionnels officiels, justement, basés sur ce régime durable. Alors pourquoi est-ce qu'une alimentation, ce type d'alimentation serait bénéfique déjà à l'environnement? Eh bien, parmi toutes les actions, tous les gestes individuels qui permettent de réduire son impact carbone, passer à un régime végétarien est de loin l'action la plus efficace, comme vous pouvez voir sur ce diagramme de carbone 4. Et pour notre santé, eh bien, le régime de santé planétaire permettrait de prévenir
11 millions de décès prématurés, c'est considérable, de réduire les risques de cancer, de maladies cardiovasculaires, d'obésité, de diabète de type 2. Et on a une étude toute récente, il y en a plusieurs même, mais qui sont très intéressantes, je vous ai cité celle-ci. Passer d'un régime avec une majorité de produits animaux et de féculents, produits transformés, à un régime comme le régime de santé planétaire, permettrait d'augmenter notre espérance de vie jusqu'à 13 ans. Alors, nous allons parler maintenant des mobilités. Comme autre co-bénéfice santé-environnement, ça paraît plutôt logique finalement. C'est-à-dire que se déplacer plutôt à pied, à vélo ou même en trottinette, et surtout quand c'est au contact de la nature et même avec une assistance électrique, eh bien, c'est déjà meilleur pour notre santé et notre environnement que les moyens motorisés. Pour la santé, eh bien, l'OMS recommande 30 minutes de vélo ou de marche par jour. Ça permettrait de réduire de 30% le risque de développer une maladie, notamment donc, les maladies cardiovasculaires, maladies métaboliques et les cancers, encore eux, et aussi donc, de diminuer la mortalité globale, avec également un gros bénéfice sur la santé mentale et le bien-être, puisque ça permet de réduire le stress et les risques de dépression. Et ça améliorerait aussi notre attention. Et j'ai rajouté un co-bénéfice économique, puisque évidemment, ça coûte moins cher, surtout en ces temps d'augmentation des prix des carburants. Et pour l'environnement, eh bien, ça permet de réduire notre impact carbone, là encore, notre consommation d'énergie et bien sûr la pollution de l'air. Et il y a des simulateurs de l'ADEME qui sont très bien faits pour mesurer ces effets. Il faut savoir, on se pose parfois la question, que les cyclistes et les piétons inhalent beaucoup moins de polluants que les automobilistes, parce que les polluants ont tendance à se concentrer dans l'habitacle des voitures. Donc là aussi, on est moins exposé à la pollution de l'air en se déplaçant à pied ou en vélo. Et comme 50% de nos déplacements font moins de 5 km, eh bien, nous avons quand même une marge, on va dire, pour nous déplacer plus à pied ou en vélo. Autre bénéfice extrêmement important et assez passionnant, ce sont les bienfaits des contacts avec la nature pour notre santé. Alors, on observe globalement une diminution de la mortalité globale avec le plus de contact avec la nature, notamment une diminution de la mortalité cardiovasculaire, également une amélioration de la santé mentale et de l'attention, et aussi un gros bénéfice sur le microbiome, notamment le microbiote intestinal, notre biodiversité interne, qui a un rôle important dans l'immunité. Et donc, ainsi, les contacts avec la nature diminuent les risques d'allergies et de maladies chroniques inflammatoires. En plus, la nature nous incite à faire plus d'activités physiques et à nous détendre, et permettent également de diminuer notre exposition à la pollution la pollution sonore, à la pollution de l'air et aux îlots de chaleur. Et je vous ai mis cette petite citation, on aime ce qui nous a émerveillés et on protège ce que l'on aime. Alors voilà, nous sommes à l'heure des choix, c'est-à-dire que pour limiter le réchauffement climatique, si on parle que de lui, et rester en dessous de plus 2 degrés de réchauffement global, il faut diviser par 3 notre consommation d'énergie d'ici à 2050. Ça représente une baisse de 5% par an, tous les ans, jusqu'à 2050. Une baisse de 5%, ça correspond à ce qu'on a vécu en 2020 avec la pandémie de Covid et les confinements. Eh bien, c'est ce qu'il faudrait faire chaque année, d'année en année jusqu'à 2050, cette même réduction pour espérer tenir ces objectifs. Donc, il faut qu'on comprenne que ça représente une transformation vraiment complète de notre société et que de toute façon, on n'a pas le choix parce que, en tout cas, de toute façon, la société se transformera et va changer d'une manière ou d'une autre. Mais évidemment, plus nous aurons anticipé et fait des choix, et moins nous risquons de voir arriver de souffrances. Eh bien, du coup, quelle question nous poser? Eh bien, c'est quelles sont nos priorités? Que sommes-nous prêts à laisser et que voulons-nous préserver? Et bien, vous vous en doutez, ce que la santé planétaire nous invite à faire, c'est à prioriser le bien-être, la santé, la qualité de vie et un monde avec le moins de souffrance possible et le plus d'équité possible. Voilà donc là la boussole que nous pouvons voir en la santé planétaire et utiliser à chacun de nos choix.
Alors, comment faire? Eh bien, déjà, en réalisant que nos actions impactent les systèmes naturels de la Terre, comme je vous l'ai dit, que l'impact de chaque décision personnelle est peut-être infinitésimal, mais que leur somme est énorme, et donc que notre santé est indissociable de celle des autres vivants. Alors, comment faire? Et cela nous invite à quoi? Eh bien, finalement, à prendre soin du vivant sur la Terre pour prendre soin de nous et à prendre soin de nous, j'ai envie de dire. Et je veux insister sur le fait que plus nous avons de pouvoir d'agir, qu'il soit politique ou financier, plus nous portons une responsabilité importante. De plus, nous sommes face à une double injustice. L'injustice environnementale, soulève donc aussi des questions d'éthique, notamment pour cette raison que je vous ai évoquée tout à l'heure, du fait que les moins, responsables sont les plus vulnérables et les plus touchés, mais aussi une injustice générationnelle, puisque, notre inaction aura des répercussions extrêmement graves sur les générations futures et je parle de nos enfants et nos petits-enfants, vous l'avez bien compris, et pas des générations futures, dans, 400 ans, hein. Et on pourrait aussi parler d'injustice, enfin, il faut aussi parler d'injustice à l'égard des vivants non humains, ça paraît absolument, fondamental. Donc, il y a là plusieurs impératifs, mais notamment de protéger et régénérer les écosystèmes et réduire les inégalités. Alors comment faire? Juste un mot, parler d'économie, ce n'est pas mon domaine, mais on a quand même des enfin, en tout cas, on sait que notre modèle économique actuel, qui est basé sur le PIB et la croissance, est parfaitement incompatible avec les enjeux de santé planétaire, c'est juste mathématique, et donc il nous faut trouver d'autres modèles. Alors, on a notamment, le modèle du donut, de Kate Raworth, qui, du coup, nous invite à essayer de partir, on va dire, d'un plancher social, c'est-à-dire les besoins vitaux qui déterminent le bien-être humain, pour pouvoir vivre dignement. Donc ça, ce serait le plancher qu'on devrait essayer de faire en sorte d'accorder à tous et sans dépasser le plafond, qu'on pourrait parler de plafond écologique, c'est-à-dire les limites planétaires, pour pouvoir rester dans un espace de sécurité pour tous. Un autre modèle qui est extrêmement intéressant, c'est la boucle sociale écologique d'Éloi Laurent. Et là, je vous renvoie à son livre Et si la santé guidait le monde, qui est absolument passionnant. Alors, il y a plein d'autres aspects qui sont intéressants, importants à aborder, que vous retrouverez dans le livre Santé planétaire, que notre association donc, a participé enfin, accompagner à la traduction en français. Et donc, vous trouverez différents chapitres qui abordent les questions d'urbanisme, d'énergie, de politique, les entreprises, les migrations, des questions d'éthique aussi, vous l'avez compris, qui sont un domaine extrêmement important et enrichissant pour raisonner en santé planétaire et un chapitre formidable sur le bonheur, voilà, que je vous laisserai donc découvrir dans le livre. Je vous ai mis également d'autres ressources, donc le livre d'Éloi Laurent dont je vous ai parlé, mais aussi La Grande Extension de Jean-David Zetoun, Éco-anxiété de Dr Alice Desbioles, qui est également une des membres cofondatrices de l'Alliance Santé Planétaire, et La Fabrique des pandémies, donc comme je vous disais, de Marie-Monique Robin, qui existe également en documentaire, en film documentaire. Voilà, donc je vais juste terminer sur cette diapo sur l'association. Vous retrouverez, donc c'est une association récente qui date de 2001. Vous retrouvez les moyens de nous contacter. C'est une association transdisciplinaire, donc tout le monde est le bienvenu. N'importe qui peut adhérer et il faut d'ailleurs que tout le monde adhère. Nous sommes tous des acteurs de santé, vous l'avez compris. Nous travaillons en collaboration à l'international, notamment avec la Planetary Health Alliance. Et donc, vous voyez là les objectifs et notre vision. J'espère que c'est une vision qui vous parle et qui vous a donné envie. En tout cas, moi, je la trouve passionnante et j'ai à cœur de la partager. Donc, je suis toute à votre écoute pour d'éventuelles questions ou réactions sur ce que je viens de vous exposer. Merci beaucoup. Super. Alors, on va laisser la place maintenant aux questions. Il y en a plusieurs. Alors, je vais fermer ça. Je vais peut-être couper le partage d'écran. Charlotte, qu'est-ce que tu en penses? On peut faire ça. Oui, ça marche. Super. Alors, on a des questions en cachet, on a des questions pas cachées. Je pense qu'il y a une question qu'on pose à chaque fois. Juste, est-ce que tu pourrais nous dire rapidement ton parcours
pour arriver à être aujourd'hui, voilà, aussi médecin, mais ambassadrice de ce sujet-là? Mon parcours, en fait, bon, oui, je suis médecin généraliste. Je pense que, j'ai d'abord, réalisé beaucoup dans mon métier, mon impuissance face à certaines, maladies qui ont des origines, dans le fonctionnement de nos sociétés. Sur les questions écologiques, voilà, j'ai eu une espèce d'éveil écologique, il y a à peu près 4 ans, où voilà, suite à des alertes scientifiques, en fait, je me suis intéressée à ces questions. J'ai mesuré leur gravité, ça a tout de suite fait écho évidemment avec mon métier. Je me suis demandé, déjà j'ai réalisé à quel point la santé des personnes était liée aux écosystèmes et cette dimension planétaire justement de la santé, et je me suis, inquiétée de savoir comment j'allais faire en tant que médecin, pour, faire face, à ces problématiques et à cette urgence écologique. Et donc, j'ai voilà, partagé cette envie avec d'autres, notamment d'autres professionnels de santé, et nous avons créé des collectifs, et puis j'ai rejoint, ce mouvement pour la santé planétaire qui m'a tout de suite, passionnée. Voilà, qui a abouti par la création de cette association et d'autres actions que nous menons. Ah, merci. Ça va faire le lien avec justement une question. Alors, je pars de la fin. Bah, la toute fin, c'est très bel exposé, merci. Donc, déjà, bravo. Juste avant, je me permets de lire le commentaire tel qu'il est, comme ça, ce sera plus clair. C'est donc une médecin qui se demande comment tu fais pour te retrouver dans ta pratique. Elle dit qu'elle fait face au quotidien à des collègues peu convaincus et des patients centrés sur leurs soucis immédiats pour lesquels ils attendent des médicaments efficaces rapidement. Et la personne dit aussi qu'elle en est à vouloir presque arrêter la pratique, quoi, son métier. Il y a une réaction à ça que tu voudrais partager? Oui, merci pour ce témoignage, que je reçois avec beaucoup d'empathie, effectivement. Oui, oui, ça n'est pas facile. Je pense que justement le fait de m'engager en dehors du cabinet médical, au-delà du cabinet médical pour la santé planétaire, ça me permet justement de trouver du sens et un équilibre entre ces 2 questionnements. Justement, j'essaye au maximum, aussi au sein du cabinet médical, de délivrer des messages de santé planétaire aux patients, de leur faire prendre conscience que leurs maladies, elles sont aussi liées à ces questions, écologiques. Et finalement, bon, je comprends aussi, les personnes. C'est d'ailleurs, un des problèmes que nous avons pour faire face à l'urgence écologique, c'est que, nous sommes, beaucoup centrés aussi sur nos problématiques du quotidien, et je pense qu'elles sont aussi beaucoup liées à nos rythmes de vie. Et tout ça fait que ça va tellement vite, donc les patients, ils sont dans des besoins aussi, urgents, immédiats. Ils ont envie d'avoir des réponses rapides pour, pouvoir, continuer à faire face à leur quotidien. Donc, finalement, je pense que tout est un petit peu relié, et que c'est justement l'intérêt à la fois d'essayer, aussi au sein du cabinet d'accompagner les patients, dans tous ces questionnements, et au-delà du cabinet, d'avoir, une action plus large de plaidoyer pour la santé, et puis d'influence peut-être. En tout cas, je crois moi dans ce rôle que les professionnels de santé, peuvent avoir, et sur le fait qu'ils ne sont pas forcément prêts à le faire ou pas forcément conscients. En fait, le problème principal, c'est qu'ils ne sont pas formés. Tout ce que je vous ai présenté là, ce soir, moi, j'en ai jamais entendu parler à la fac ou en formation, à part, sur les perturbateurs endocriniens, et encore, c'est très récent. Donc en fin de compte, si on n'est pas formé, on peut pas vraiment réaliser, comprendre et avoir envie d'agir, en fonction. Et en plus, comme vous le savez, nous sommes une profession, aussi qui est assez, épuisée, notamment depuis, la pandémie. Donc voilà, c'est des questionnements vraiment, vraiment complexes. Mais du coup, si elle n'est pas impliquée, la collègue, la consoeur qui a posé la question, dans l'association, je l'invite, et on peut, échanger, plus loin, ensemble, sur ces aspects. Super. En plus, on fait du réseau. Magnifique. Une question qui était en cachette aussi et qui parlait d'éco-anxiété. En fait, la conférence, et les solutions, quelque part, ça met aussi la pression sur les individus eux-mêmes. Et donc, elle disait avec un sourire que l'éco-anxiété, c'est pas très bon non plus pour la santé.
Et elle se demandait comment toi tu faisais pour, en ayant la tête là-dedans et en fait, bon, il y a une phrase avant qui dit qu'en gros, je vais bien redire. Oui, enfin vous, en ayant la tête là-dedans, comment faites pour pas déprimer? Parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui feraient l'autruche, quoi, pour redire les choses un peu différemment et comment on fait pour, à la fois se battre pour ça et à la fois, l'affronter, sans déprimer? Oui, bah, c'est une bonne question. C'est d'ailleurs une problématique importante parce que les messages sont tellement angoissants qu'on sait très bien que par tout un tas de biais, cognitifs et de fonctionnement psychologique, une grande partie de la population reste aussi un peu, bah, oui, effectivement, à faire l'autruche ou en tout cas à essayer de mettre un peu de côté parce qu'en plus on se sent, souvent impuissant. Alors, bien sûr, en fait, mon engagement, il part de là d'ailleurs, hein, d'une très grosse éco-anxiété. Mais en fait, justement, moi, ce qui me tient à cœur, c'est de transformer ces émotions négatives en action, en fait, d'en faire quelque chose, de leur donner du sens. Les émotions, elles sont là, elles ont du sens, en fait, elles ont une raison d'être et du coup, j'ai presque envie de dire que c'est plutôt sain d'avoir peur dans cette situation et que la peur, elle nous invite à nous mettre en mouvement. Donc alors je dis pas qu'il faut faire exprès de se faire peur, hein, mais je veux juste dire que justement, passer par, voilà, par ces émotions négatives, c'est aussi, quelque chose de nécessaire et c'est ce qui prouve aussi notre capacité à être lucide et moi, comment je fais pour vivre avec? Bah, justement, j'agis beaucoup. Alors après, la difficulté, c'est de garder un équilibre de vie qui soit, assez bon avec tout ça, de ne pas vouloir porter sur ses épaules, absolument, tous les défis, pour l'avenir de l'humanité. Je trouve, Cyril Dion, très inspirant sur cette question. Il dit: «Attention à ne pas tomber dans le militantisme sacrificiel». Essayons de voilà, de garder aussi, du temps de repos et c'est tout l'intérêt d'être un collectif et de travailler à plusieurs et ça, c'est aussi un énorme soutien, pour moi et je sais pour d'autres dans l'association. Ce groupe de personnes qui à la fois a cette conscience, cette inquiétude, cette envie d'agir et en plus des valeurs communes qui sont très fortes avec énormément de bienveillance. Donc ça, c'est aussi, quelque chose qui est très aidant. Et le dernier point, et bah, ce sont les contacts avec la nature, justement, d'aller passer du temps dans ces espaces naturels pour se ressourcer, pour, bah, s'apaiser. Je crois que ça fait partie des réponses, aussi à apporter. Ça, c'est bien, c'est un bon médicament, ça. Sortez, allez dans la nature. Hem, Question peut-être un peu technique, c'est vrai qu'on entend parler, on commence à entendre parler de santé planétaire et l'autre mot qu'on entend, c'est One Health, donc en anglais, excusez-moi pour l'accent, bon, une santé en anglais. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a des différences entre ce concept, entre les 2 concepts ou pas? Alors, ils ont des points communs puisqu'évidemment, ils évaluent aussi les liens entre, la dégradation des écosystèmes et la santé humaine. Hem alors sur la manière de l'aborder, c'est un petit peu, différent puisque One Health, en gros, c'est un diagramme en 3 parties: santé humaine, santé animale, santé des écosystèmes. Historiquement, c'est un concept qui a plutôt été fait pour, permettre de comprendre justement l'émergence des maladies infectieuses. Donc au départ, c'était vraiment, la question, principale. Heu, En santé planétaire, on se base vraiment sur l'objectif. Et en fait, l'objectif des recherches en santé planétaire, c'est permettre à l'humanité de continuer à vivre, de manière la plus saine possible, donc avec le meilleur bien-être possible et de manière équitable. Il y a évidemment plein de points communs. Tous les concepts, la santé environnementale aussi sont extrêmement intéressants et ont des choses à apporter, des angles intéressants. Enfin, en tout cas, je pense ils se complètent quoi et ils sont tous ouais, tous, importants. Je voulais remercier alors, au passage Léa qui a donné quelques liens, notamment le lien pour calculer son empreinte carbone individuelle. Vous pouvez tous, parce qu'après le chat à la fin va disparaître, donc je vous invite tous à le copier et de mon côté, je le mettrai sur Facebook aussi, s'il y en a qui veulent faire ce petit exercice-là et le deuxième lien, c'était, vers le film, La fabrique des pandémies. Donc pareil, je mettrai les 2 liens, après, sur Facebook, mais s'il y en a qui veulent déjà les récupérer, merci pour ces liens-là. Il y avait une question, alors c'est vrai que je pense que ça a fait réagir ce chiffre. Moi aussi, je me suis dit: «Waouh, c'est impressionnant», sur, l'histoire de enfin, il y a 2 questions d'ailleurs.
de l'augmentation de 13 ans de la durée de vie. Alors, la première question, c'était c'était de demander si c'était bien 13 ans d'espérance de vie individuelle qui était augmentée en moyenne. Oui, 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 tout à fait. C'est pour la personne qui changerait son alimentation. Oui, tout à fait. Et qui demandait si c'était en passant végétarien ou c'était une histoire de diminution de la viande parce que la personne dit qu'on dit souvent que on a évolué en mangeant de la viande, donc pourquoi c'est si mauvais pour nous? Oui, alors merci pour cette question. Donc oui, c'est bien à titre individuel. Alors c'est jusqu'à 13 ans d'espérance de vie gagnée. C'est si on prend, alors je me souviens plus, une personne, je crois autour de 30 ans, plutôt aux États-Unis, qui donc voilà, basée sur leur, régime alimentaire actuel et qui basculerait vers un régime alimentaire, alors qui n'est pas végétarien, mais qui est un régime, proche de celui que je vous ai présenté le régime de santé planétaire, sain et durable, qui comporte effectivement très, très peu de protéines animales, hein. Pourquoi, est-ce que c'est mauvais de manger de la viande? Alors enfin mauvais, dit comme ça, c'est un petit peu, réducteur. Forcément, c'est des sujets assez complexes, mais en tout cas, ce qui est démontré, c'est, que, la consommation de viande rouge et notamment de viande rouge transformée est associée à une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires et de certains cancers, notamment des cancers du côlon. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'en fait, plus on va manger de fruits et légumes, en fait, c'est une question de proportion. Plus on va manger, de fruits et légumes et plus on va réduire nos risques de maladies, par tout un tas par les vitamines, les oligo-éléments, des effets antioxydants, qui sont, bénéfiques à tous les stress, au sein de nos cellules, en fait, qui peuvent favoriser des maladies. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. Après, surtout, ce qui est surtout, extrêmement important, de comprendre, c'est que, aujourd'hui, en termes de ressources et d'impact environnemental planétaire, l'élevage, c'est vraiment, une cause, majeure, de dégradation des écosystèmes et qui par d'autres biais, du coup, vont affecter notre santé. Pas seulement par le fait de manger ou non de la viande. Et il y avait du coup une autre question là-dessus, que je vois que le temps file, alors de toute façon, on va pas pouvoir en faire beaucoup plus, mais encore pour revenir sur cette histoire d'augmentation, d'espérance de vie, est-ce que, le fait d'augmenter, l'espérance de vie de 13 ans, ça poserait pas des soucis de production d'aliments? Heu, Heu, il y a eu oui, une, d'accord. Alors si je comprends bien la question, c'est de dire que du coup, il y aurait plus d'humains qui vivraient plus longtemps et que du coup, ça pourrait, nécessiter plus de ressources pour les nourrir, c'est ça? J'imagine? Je sais pas si j'ai bien compris. moi aussi, oui, j'ai compris comme ça. La personne, elle peut écrire dans le chat si elle a mal compris. Donc oui, voilà, est-ce que finalement, si tout le monde vit, 13 ans de plus, c'est pas aussi, peut-être mauvais pour la planète? Ah oui, d'accord, je comprends. Oui, je pense que c'est ça la question. Alors, il y a tout un chapitre sur la démographie dans le livre Santé planétaire. Et effectivement, c'est une vraie question, hein, la question de la démographie. Forcément l'équation, c'est à la fois le nombre d'humains et à la fois l'impact de chacun des humains. Maintenant, la vision de la santé planétaire, c'est quand même de faire en sorte de vivre, le plus longtemps possible et le plus longtemps possible en bonne santé et surtout pour les générations futures, en fait, de continuer à perdurer dans le temps, quoi. Que l'humanité et l'espèce humaine puissent continuer à vivre, dans le temps. Donc ça, c'est vraiment l'objectif et en fait, on a les moyens avec, ce régime de santé planétaire et plein d'autres solutions, d'agir, pour que ce soit faisable. Donc en fait, non, la réponse c'est non. C'est pas forcément, un problème. Voilà, l'idée c'est vraiment de vivre le plus longtemps possible et en meilleure santé possible. OK, exactement. C'est un joli message, je pense pour clore la conférence. Encore une fois, merci beaucoup. Merci à toutes celles et ceux qui sont venus, ce soir. Merci à ceux qui vont regarder ça, sur YouTube, plus tard d'avoir suivi cette conférence-là. Et bien sûr, un immense merci Alicia d'avoir accepté, de participer, de prendre le temps de préparer cette conférence et d'être là pour nous. C'est vraiment, super gentil. Donc il y a encore des merci, hein, dans le chat. On peut rester, 2 minutes, Alicia, si tu veux lire les merci. Je garderai, oui. Bah, merci Ouais, à toi Charlotte et à Laetitia, hein. Merci pour l'invitation, de m'avoir permis de partager avec vous ces messages qui me tiennent énormément à cœur. super. Et bah, je vais couper l'enregistrement.
Merci et au revoir. Au revoir tout le monde.